Alors nous avons vu les troubles de mémoire, nous avons vu les troubles cognitifs, nous avons vu les troubles psychocomportementaux de ces patients qui ont des symptômes de la maladie d'Alzheimer. On a vu le bilan qui a été réalisé par le médecin généraliste et voyons maintenant ce qui va se passer quand ils viennent à la consultation de mémoire de proximité, là où on va explorer plus précisément leurs troubles et qu'on va définir finalement formellement que c'est une maladie d'Alzheimer. Je vous rappelle cette diapositive importante où on a expliqué qu'il y a deux stades dans la maladie d'Alzheimer, un stade débutant, la phase prodromale, en rapport avec l'atteinte des formations hippocampiques, et puis une phase secondaire qui est liée à la diffusion des lésions en dehors des régions hippocampiques et qui va petit à petit s'accompagner de troubles différents, cognitifs, comportementaux, responsables à terme de ce qu'on a appelé le stade de démence, c'est-à-dire la perte d'autonomie avec le retentissement sur les activités de la vie quotidienne. Eh bien, en consultation de mémoire, on va explorer les différents secteurs. Alors la mémoire, bien sûr, et puis les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions qui sont organisées au niveau du lobe frontal, et puis le langage, ça fait partie des fonctions instrumentales, l'efficience cognitive globale, et aussi l'indépendance du sujet, son autonomie, ainsi que ses troubles attentionnels, etc. Vous voyez, on va étudier les différents secteurs, les différents domaines de l'activité cognitive et comportementale. Pour cela, on a des tests, notamment par exemple le test qu'on appelle la BREF, la batterie rapide d'efficience frontale, et qui, à partir de six domaines différents, va nous donner une idée assez globale du fonctionnement des régions frontales qui sont impliquées dans la conceptualisation, la flexibilité mentale, la programmation, la dépendance environnementale, la sensibilité à l'interférence ou le contrôle inhibiteur. Le langage va être exploré, le discours, la dénomination d'images ou d'objets, tout simplement, qui sont sur le bureau ou sur des catalogues plus spécifiques, notamment le catalogue de Boston, qui est très utilisé, l'influence verbale, le nombre d'animaux que le sujet peut donner dans un temps donné, 1 à 2 minutes, de mots commençant par la lettre S, la répétition de mots, de phrases plus ou moins longues, la compréhension d'ordre simple ou d'ordre complexe, montrez-moi où est la fenêtre, donnez-moi le stylo qui est sur la table, etc. Ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à faire par le médecin, mais dans les consultations de mémoire, il y a évidemment des tests très standardisés qui, en fonction de l'âge, du niveau culturel, nous donnent une idée du niveau de compréhension des ordres que le sujet est capable de réaliser. Ces perturbations peuvent être observées dans le cadre de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et, pour ce qui est du langage, des aphasies primaires progressives, les APP. Les praxies gestuelles, c'est-à-dire c'est la capacité à réaliser des gestes, soit des gestes relativement automatiques comme des séquences motrices, soit des gestes réflexifs sur imitation. On demande au sujet d'imiter les gestes qu'on fait devant lui, par exemple avec les ailes de papillon, etc. Ou alors des gestes symboliques, montrez-moi comment on signifie « ça sent pas bon ici », le salut militaire, lever de la victoire, comment on enfonce un clou avec un marteau, etc. Ces perturbations peuvent être observées dans la maladie d'Alzheimer, dans le syndrome de Manson ou dans la dégénérescence cortico-basale en particulier. Et puis, une fois qu'on a fait ces bilans cognitifs, ces bilans comportementaux avec des tests standardisés et étalonnés, et qui vont nous donner une idée précise du niveau de dégradation dans les différents domaines et dans l'efficience cognitive globale, on va avoir des explorations cette fois-ci plus approfondies. L'IRM, on en a déjà parlé, l'IRM qui va montrer des atrophies. Vous voyez par exemple à gauche, on voit qu'il y a une atrophie de la partie antérieure du cerveau, mais surtout le PET scan au FDG. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On injecte dans le sang une substance, c'est du sucre, tout simplement. C'est du sucre radioactif. Et le sucre, la radioactivité dure quelques minutes. Le sucre va être consommé par les cellules au prorata de leur activité. L'ensemble des cellules de l'organisme vont consommer le sucre qu'on a injecté. Mais on va s'intéresser plus particulièrement au seul cerveau. Et on va avoir, et la grille de lecture est très simple, on va avoir des régions qui vont consommer beaucoup de sucre parce qu'elles sont très actives, c'est du rouge. Et puis, on a des régions qui sont moins actives, ça va être vert, jaune ou vert. Et vous voyez, par exemple, sur la rangée du bas, à gauche, on a du rouge dans une partie du cortex cérébral, vous voyez, à gauche et en bas, et on voit que à droite et en haut,
eh bien, c'est jaune et c'est même vert. Il y a un trou de fixation. Il y a des régions du cerveau qui ne consomment pas le sucre. Ce qu'on appelle un hypométabolisme cortical localisé, en l'occurrence dans la région frontale, et dans la région frontale du côté droit. On peut dire là probablement qu'il y a une dégénérescence frontale localisée chez ce patient. Ainsi, on a maintenant aujourd'hui des biomarqueurs qui nous permettent de caractériser la présence de la maladie d'Alzheimer. Donc, chez un sujet qui a les troubles cognitifs ou comportementaux dont on a parlé, qui a peut-être des anomalies à la neuroimagerie, eh bien, on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment une maladie d'Alzheimer? Eh bien, pour cela, on peut répondre à la question grâce à ces biomarqueurs pathophysiologiques, ceux qui sont en haut de cette diapositive. Par une simple ponction lombaire, on peut maintenant mesurer dans le liquide céphalorachidien la concentration des protéines responsables de la maladie d'Alzheimer, dont on a parlé lors de la première capsule, qui sont les lésions bêta-amyloïdes et les lésions tau. On peut faire le dosage en liquide céphalorachidien et de cette façon-là, on va pouvoir rattacher formellement les troubles observés lors du bilan cognitif à la présence d'une maladie d'Alzheimer. C'est un geste qui se fait dans certaines consultations de mémoire, assez spécialisées. C'est un geste qu'on ne fait pas systématiquement, bien sûr, mais c'est un geste qu'on peut être amené à faire quand on veut formellement savoir si le sujet a une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie. Ça peut être important pour lui, ça peut être important aussi si on veut lui faire bénéficier des médicaments qui sont actuellement en développement et qui sont réservés à des patients chez lesquels on a formellement établi qu'ils avaient une maladie d'Alzheimer. Donc, ce sont des choses que l'on fait de façon habituelle maintenant dans les centres spécialisés. On fait une ponction lombaire pour confirmer la présence de la maladie d'Alzheimer chez des patients qui ont des troubles cognitifs.